Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Alors, on va commencer chef de projet en énergie renouvelable, consultant en responsabilité sociale des entreprises, juriste en environnement, responsable des achats durables, ouvrier qualifié en isolation, réparateur de vélos, technicien de réemploi pour donner une deuxième vie aux objets, conseiller en permaculture, bref, la liste des nouveaux métiers n'en finit pas de s'étendre. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, plus que ces nouveaux métiers, c'est ce qu'ils incarnent, c'est-à-dire une nouvelle société avec ces trois dimensions, l'économie, l'écologie et la solidarité. Car face aux effondrements inévitables, présents et à venir, comment imaginer une société pérenne sans ces trois dimensions indissociables? Alors pour en parler, trois expériences dans des domaines très divers, avec Alexis Rosset, donc de Pain pour le prochain, Christophe Buchelin, donc de l'énergie, donc qui est membre d'une coopérative d'énergie Enerco à Genève, et puis Frédéric Desus pour le supermarché participatif paysan. Alexia Rosset, je commence avec vous. En 2018, vous obtenez le master en fondement et pratique de la durabilité à l'UNIL, et puis maintenant vous voilà coordinatrice pour la gestion de projets en durabilité pour le laboratoire de transition intérieure de Pain pour le prochain. Alors, c'est vous qui avez créé ce poste sur mesure? En effet, donc c'est un poste qui n'existait pas avant que je sois là. Ce qui est rigolo, c'est que lorsque je me suis inscrite à ce master fondement et pratique en durabilité, je me souviens sur la fiche de présentation qu'il y avait, il présentait les possibilités futures de travaux et métiers. Et il y avait quelque chose qui m'a interpellée, c'était créer sa propre structure. Et alors, à défaut de créer ma propre structure, ce qui n'est pas le cas, mais on a pu consolider un poste qui n'existait pas avant, qui s'est fait petit à petit. Et donc, suite à mes études, j'ai commencé un stage dans ce laboratoire de transition intérieure, que je peux dire deux mots juste après pour expliquer ce que c'est. Et puis, voilà, c'est mon collègue Michel-Maxime Heger qui a créé ce laboratoire dans l'ONG Pain pour le prochain il y a 4 ans. C'est arrivé un moment où il y avait beaucoup de choses qui fusionnaient, il avait semé beaucoup de graines qui germaient. Et donc, il y avait besoin aussi d'aide pour ça. Et donc, suite à ce stage, j'ai eu un contrat à durée déterminée qui s'est ensuite transformé en contrat à durée indéterminée. Et ce qui est finalement aussi très sympa, c'est que la manière dont ça a pu se faire a été grâce à de l'organisation Pain pour le prochain, mais surtout à la Fondation Zoein, qui a en fait financé des projets spécifiques au sein de ce laboratoire. Et ça a permis vraiment, donc c'était sur un laps de temps d'1 année. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de consolider ce poste, ce métier, en un projet un poste à durée indéterminée. Et donc c'est vraiment un passage qui a permis cette consolidation. Et peut-être en quelques mots, le laboratoire. 3 projets dans des domaines très divers. Il y avait le théâtre, l'agriculture bio également, et puis les paroisses. Vous pourriez nous en dire quelques mots? Alors, peut-être quelques mots sur le laboratoire de transition intérieure. Donc, il est inscrit dans les ONG Pain pour le prochain Action de Carême. Ce sont des ONG de politique de développement qui œuvrent. Donc, il y a 2 axes. Il y a à la fois un soutien de projets dans les pays du Sud, autour de l'agroécologie et de l'économie, et puis tout un axe aussi politique en Suisse pour changer les lois, ce qui est complémentaire. Et puis avec le laboratoire de transition intérieure, c'est l'idée de dire que si on veut passer à une société qui soit vraiment durable et que ce changement de paradigme soit durable, tout ce qui est fait par les ONG sont bien, même les éco-gestes, tout ce qui est fait dans la transition est bien, mais s'il n'y a pas aussi un changement au niveau de l'individu, donc c'est ça qu'on appelle cette transition intérieure, ça ne peut pas être pérenne. Et donc c'est revoir nos modèles, notre système de consommation, nos modes d'être et de vie, revoir aussi la manière dont on se représente la nature, dont on entre en interrelation avec les êtres vivants, non vivants. Et donc on a deux axes qui est le méditant militant, c'est-à-dire que ce n'est pas du développement personnel, c'est vraiment au service de la société et de la transition. Et c'est le méditant, si on n'est que militant, on finit par s'épuiser.
Et si on n'est que méditant, on n'a pas beaucoup de portée envers la société et l'extérieur. Et donc tout ce travail autour du laboratoire, c'est d'articuler le méditant et le militant pour vraiment œuvrer au service de la transition écologique. Et donc voilà, on a différents projets qui sont comme une pièce de théâtre forum. On est aussi dans un espace de co-création et d'expérimentation dans ce laboratoire. Et là, on a créé une pièce qui s'appelle Les Écolos Anonymes, qui est un des projets qui a été soutenu par la Fondation Zoein. Et voilà, c'est à travers un groupe de parole. On a 3 personnages à travers 3 scénettes qui racontent, qui témoignent de leurs difficultés à vivre la transition écologique et à eux qui sont conscients de tout ça, à en parler et avec leur entourage. Donc on a une scénette, c'est dans la famille, une autre c'est dans le travail, une autre c'est dans une association. Et puis voilà, c'est un des projets qu'on a mis en œuvre au laboratoire et auquel je coordonne aussi. Et j'ai participé à la co-création et à la coordination de tout ça. Oui, quelques mots aussi sur le deuxième projet, c'est vivre la transition à la ferme, donc avec des paysans bio. Voilà, alors comment ça s'est passé? Vous pouvez nous décrire Alors voilà, ça c'est un autre projet. On est aussi à la fois sur des dimensions plus de sensibilisation ou alors aussi ateliers pour approfondir ces dimensions intérieures sur une plus longue durée. Et donc ça c'est un parcours qui s'est fait, on a une nouvelle édition, on a des flyers ici si ça vous intéresse, de 4 journées à la ferme sur une année. Et puis c'est un petit groupe on entre en fait dans la réalité de cette famille paysan meunière qui est près de Yverdon-les-Bains. Et puis, c'est participer aux activités de la ferme en mêlant aussi des activités, des exercices de reliance à la nature, de reliance aussi avec le groupe, puisqu'il y a toute la dimension du groupe, et aussi à soi-même à travers ses émotions, tout ça. Et puis voilà, c'est ce parcours qui se dessine dans l'année. Alors voilà un thème qui devrait vous intéresser, Frédéric Drésus, parce que si vous êtes archiviste aux archives contestataires à Genève, ce n'est pas vraiment pour cela que vous êtes ici, notre invité, mais parce que vous collaborez également pour la Fève, qui est un supermarché participatif paysan, donc à Mérin. C'est donc une institution qui est autogérée par ses membres, qui sont les clients et les paysans. Alors, que faites-vous là? Vous avez un rôle d'information, un contrat donc de quelques mois. Quel est votre rôle? Vous allez suggérer quelques changements dans le fonctionnement de cette organisation, de la Fève? Voilà. Non, pas particulièrement. Mon rôle, c'est surtout un rôle d'information. C'est d'informer le public comme on le fait maintenant sur notre projet. Et puis aussi d'informer à l'intérieur du supermarché les membres sur particulièrement les problématiques paysannes. Puisque notre projet, qui est inspiré, peut-être certaines d'entre vous connaissent, du supermarché participatif La Louve à Paris, ou encore un exemple plus ancien qui est le supermarché de Park Slope Food Cop à New York, sur lequel vous pouvez voir un très bon film qui s'appelle Food Cop de Tom Booth. Eh bien, ces 2 exemples de supermarchés participatifs, donc c'est des supermarchés qui sont des coopératives, c'est-à-dire que les clients sont les membres du supermarché et ils contribuent par leur travail à l'intérieur du supermarché, à raison chez nous de 2h15 par mois, au fonctionnement et à la prise en charge de toutes les tâches du magasin, c'est-à-dire la mise en rayon des produits, la tenue de la caisse, la tenue de la comptabilité, l'administration, la communication, etc. Donc la presque totalité, puisqu'il y a quand même quelques postes salariés, la presque totalité des tâches est assumée par les membres de la coopérative. Et donc notre projet, il a ajouté une dimension à ces supermarchés paysans participatifs, c'est la dimension paysanne. C'est pour ça que c'est le supermarché paysan participatif ou participatif paysan, c'est égal. Et cette dimension paysanne, c'était de faire le constat que on est, et c'est peut-être ça qui raccroche avec la question des métiers de la transition, on est dans un contexte historique, disons, où on vit une disparition du métier de paysan-paysanne et une disparition de l'ensemble des métiers qui sont liés à la transformation alimentaire. Dans le cas de Mérin, donc où se trouve notre supermarché, on avait en 1950 3 boulangers pour 2000 habitants,
et en 1980, toujours 3 boulangers, mais pour 20 000 habitants. Et globalement, comme ça, à l'échelle de la Suisse, on dit par exemple qu'il y a 3 fermes par jour qui disparaissent. Donc on est vraiment dans une logique de disparition de ces métiers, de ces savoir-faire et des relations sociales qui vont avec ces métiers. Notamment parce qu'ils ne sont pas rémunérés à un juste prix. Ça, c'est... Tout à fait. Il y a vraiment un problème de rémunération qui se pose là. Il y a un problème de rémunération qui est d'autant plus étonnant que dans la même période, les rendements bruts de l'agriculture ont fait des progrès absolument considérables sous l'effet de la mécanisation, sous l'effet d'intrants comme les produits phytosanitaires, les semences certifiées ou évidemment les engrais azotés. Pour donner quelques ordres de grandeur, si on compare de nouveau années 50, années 80, par exemple pour un hectare de blé, vous faisiez 30 quintaux de blé sur un hectare dans les années 50, vous en faisiez 60 dans les années 80, donc un doublement. Vous produisiez 240 quintaux de patates dans les années 50 et vous en produisiez 420 dans les années 80. Mais parallèlement à ça, le revenu des paysans, la rémunération du travail agricole, elle a brièvement monté et puis ensuite elle n'a fait que chuter pour arriver aujourd'hui à une situation où en fait l'essentiel, enfin disons la part prépondérante du revenu des agriculteurs est un revenu de substitution qui sont les paiements directs. Voilà, alors vous avez des solutions, on en parlera peut-être tout à l'heure, oui. Quelques pistes qui sont tout à fait intéressantes, mais peut-être vous, Christophe Buchelin, vous êtes dans le domaine de l'énergie, puisque vous êtes consultant indépendant en énergie et environnement dans le bâtiment. Votre spécialité, c'est plutôt le photovoltaïque, et vous gérez, et c'est ça qui est intéressant, avec 3 autres personnes, je crois, la coopérative d'énergie citoyenne Enerco. Pourriez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est une coopérative d'énergie citoyenne ? Tout à fait, donc merci de m'avoir invité. Bonjour à tous et à toutes. Une coopérative d'énergie citoyenne, moi je vais commencer par Enerco en fait, et ça expliquera. Oui. Enerco, on s'est fondé en 2016 à Genève. Et on a pour but 3 choses, la sobriété, l'efficacité et la substitution par le renouvelable par rapport à l'énergie, et tester des nouveaux modèles sociétaux justement pour mettre en œuvre ces projets. Dans ce cadre-là, on a fait 4 installations photovoltaïques sur des bâtiments de la coopérative Équilibre, et on fait de l'autoconsommation collective. Donc c'est un peu le nouveau modèle justement qu'on est en train de tester, où le citoyen se réapproprie justement de l'énergie qui est produite sur son toit. Donc il finance une installation qui est sur son toit en prenant des parts sociales chez Enerco, parce que c'est une coopérative, donc les souscripteurs finalement achètent des parts sociales et font partie de l'aventure Enerco avec toute la gouvernance qui va avec en termes de coopérative. Et de l'autre côté, vont autoconsommer du courant photovoltaïque produit sur leur toit. Donc d'un côté, ils la cofinancent, et de l'autre côté, ils la finalement co-consomment au sein du bâtiment. Actuellement, ça représente des petites puissances, on est sur du 150 kW, c'est 4 installations moyennes, c'est assez moyen pour l'instant, mais on vise un peu plus, même beaucoup plus. D'un point de vue de la coopérative en soi, comme vous le savez tous, dans une coopérative, une part sociale égale une voix et 10 parts sociales égale qu'une voix, donc on n'a pas plus de poids quand on a plus d'argent finalement mis dans la coopérative. On a actuellement une centaine de membres. C'est 500 francs la partie effectivement, la part sociale minimum nominale est de 500 francs, mais on peut en acheter, on n'a pas limité le nombre de parts sociales qu'on peut acheter. Et ces 100 membres représentent à peu près 300 000 francs de parts sociales actuellement. Donc on a eu ces 4 projets qui existent déjà depuis les 4 ans qu'on existe, et on a maintenant 2 nouveaux projets avec des communes qui sont des projets un peu plus gros, des plus grosses toitures, des toitures de bâtiments communaux. Et je pense qu'on est à un moment charnière justement dans notre façon de fonctionner. D'un comité bénévole, on a un petit défraiement parce qu'on a pu, avec les 4 projets, qui finalement on a un modèle qui est assez rentable. Finalement, on vend de l'énergie, on produit de l'énergie et on la vend. Donc c'est pas, il y a de l'argent qui peut rentrer à partir d'un certain nombre de projets, d'une certaine marge finalement sur cette vente, mais on se rend compte qu'on est quand même dans les limites de ce qu'on peut aller chercher finalement du bénévolat, et qu'on va devoir soit lever le pied, soit passer la deuxième, même si j'aime pas tellement l'expression parce qu'elle est beaucoup liée à la voiture thermique, mais disons que voilà, on est dans une phase charnière maintenant après 4 ans, qui est peut-être aussi un âge finalement de première raison, où on va devoir passer à autre chose. Bon, il y a une quinzaine en Suisse romande
de coopératives d'énergie citoyenne. Il y en a toujours un petit peu plus, peut-être maintenant 16 ou 17. Mais à Genève, il y a les SIG qui sont très volontaristes, qui proposent même des bourses solaires. Est-ce que c'est pas très audacieux et très difficile de monter une coopérative alors qu'il y a une institution qui est très présente et qui fait déjà dans la participation citoyenne en quelque sorte? Courageux, je sais pas, je pense pas. Je pense qu'on peut se partager. Enfin, on a des ambitions photovoltaïques à Genève qui sont très très grandes. Donc, en gros, il faut qu'on triple notre puissance à horizon 2030 et qu'on la redouble à horizon 2050. Donc, on a vraiment de quoi faire. Donc, je dirais que c'est plutôt des parts de camembert qu'on va devoir se partager. On est assez complémentaires avec SIG. Je dirais SIG fera des très grandes toitures. Peut-être que nous, pour l'instant, on régate pas forcément sur ces toitures, même si on commence gentiment en grandissant à avoir justement peut-être une ambition de faire des toitures un peu plus grandes que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. SIG propose un modèle qui est la bourse solaire. On propose quelque chose qui est peut-être un peu plus rentable, mais c'est pas tant le plus important, mais qui est beaucoup plus participatif. Donc on est vraiment sur un marché de niche par rapport, ce qui veut dire que quelqu'un qui prend des parts sociales chez nous a son mot à dire sur tout et n'importe quoi. En tant que membre, et que c'est l'Assemblée Générale qui décide tout, hein, le comité propose et je dirais l'Assemblée dispose et décide, ce qui veut dire qu'il n'y a pas la même chose dans la bourse solaire SIG. Donc je dirais que c'est plus un investissement citoyen avec une volonté de gouvernance en fait qu'on propose. Alexia Rosset, en ce qui vous concerne, donc, personnellement, j'imagine que ces projets donc, vous intéressent. Est-ce que vous deviendriez assez aisément membre d'une coopérative d'énergie citoyenne, et puis est-ce que vous aimeriez également être proche d'une coopérative donc, alimentaire, donc pour vous et puis pour toutes les personnes que vous côtoyez également au sein de Pain pour le Prochain? Alors c'est clair que c'est aussi la richesse de ce débat ici, table ronde, c'est qu'on voit la diversité des engagements et des choses pour la transition. C'est aussi ce qu'on essaye de mettre en avant au laboratoire, c'est qu'il n'y a pas un chemin possible, on a besoin de l'aide de tout le monde et de la coopération de tout le monde. Alors moi, personnellement, je ne fais pas partie d'une énergie citoyenne comme ça, mais bien que ça m'intéresse et que voilà, c'est quelque chose aussi où j'ai envie d'avoir plus d'informations. Après, c'est aussi un cheminement. Au stade du laboratoire, on travaille aussi beaucoup sur la place qu'on a envie d'avoir dans la transition, sachant qu'il y a beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de personnes, on voit, qui ont envie de s'engager ici, en permaculture, en énergie renouvelable, enfin un peu partout, qui finissent aussi par s'épuiser parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on ne peut pas tout faire en tant qu'individu. Et donc nous aussi, dans nos ateliers, on essaye d'intégrer cette dimension de, finalement, quelle est ma place dans tout cet écosystème de la transition et tous ces engagements qu'il y a. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire, il y a plein de choses qui donnent envie, mais où est-ce que moi je sens que ça me titille, je sens qu'il y a quelque chose là où j'ai envie de m'engager, là où j'ai envie de donner de mon être et de mon temps, de mon énergie. Et voilà, pour moi, c'est aussi au sein du laboratoire et aussi plus en lien avec des initiatives qui touchent la terre. C'est ça qui, moi, je sens qui m'anime vraiment. Donc, c'est pour ça que je serai moins engagée directement dans d'autres initiatives, mais toujours avec cette idée qu'on a besoin de tout le monde et on a besoin de ces synergies et de rester en lien aussi. C'est très important pour cette transition, pour que voilà, on fasse aussi un basculement conséquent. Cette question du bénévolat est souvent mise en lumière car ça peut poser un problème. Il y a souvent dans le monde associatif du burn-out, des gens qui n'ont pas forcément l'énergie et qui s'épuisent. Et comment faire justement pour maintenir, je dirais, cette flamme d'intérêt pour cette solidarité sans s'épuiser et sans se ruiner financièrement? Ça, c'est vraiment toute la question, je pense, du revenu de transition écologique aussi qu'essaye de mettre en place la Fondation Zoein. Parce que finalement, voilà, on est, comme on disait, dans un moment charnière où les gens ont envie de trouver du sens dans ce qu'ils font, dans leur travail. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont bénévoles dans ce qu'elles peuvent amener pour la transition. Et c'est comment faire ce basculement pour que les gens puissent quand même en vivre sans s'épuiser, travailler et devoir encore faire autre chose à côté. Et je pense que
le RTE, le revenu de transition écologique, peut être vraiment un instrument qui permette de faire cette transition. Voilà. D'ailleurs, le marché paysan, enfin participatif, a bénéficié également du RTE, si je suis bien informé. Alors, bénéficier du RTE, c'est possible, je ne sais pas. Peut-être pas du RTE, mais en tout cas, la Fondation Zoen. Ah oui, tout à fait, oui, voilà, ça c'est sûr. Voilà, oui, je corrige ce que je viens de dire. Oui. C'est la Fondation Zoen qui a donc soutenu le marché le supermarché. Voilà. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est le fait de reconstruire ces filières d'approvisionnement et le distributeur de quartier comme on souhaite le faire, tout ça pose un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes d'échelle, puisque aujourd'hui on ne sait plus vraiment approvisionner à petite échelle, puisque tout est prévu pour des approvisionnements à grande échelle, type Migros ou Coop, et donc il faut réinventer à chaque étape de la filière, vraiment de la fourche à la fourchette, des choses très simples, la façon dont on fait les livraisons, la façon dont on stocke, la façon dont on organise le travail avec les bénévoles, la façon dont à l'intérieur du supermarché on organise ce travail. Et effectivement, il y a d'autres, on a des exemples comme la Louve à Paris ou Parc Slope à New York ou ici à Genève le Nid, qui est sur une démarche tout à fait similaire à la nôtre. Mais pour cette dimension qu'on a ajoutée, qui est la dimension paysanne, eh bien, on doit réinventer tout un certain nombre d'éléments, comme par exemple les contrats qu'on essaye de développer avec les paysans. Et ça représente évidemment des coûts qu'on ne peut pas assumer simplement sur la vente des produits, parce que c'est des coûts qui seraient démesurés par rapport à ce qui serait possible de vendre, et par conséquent, effectivement, il faut des démarches qui nous permettent de développer ces outils dont nous avons besoin. Et effectivement, ça peut être le soutien de fondations comme la Fondation Zoeil, ou ça peut être, en ce moment, on lance une campagne de financement participatif pour aller vers l'agrandissement du magasin qui devrait avoir lieu en fin d'année. Mais comment sortir du modèle de la grande distribution? Parce qu'au fond, c'est ça votre objectif. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Comment en sortir? Le plus difficile, c'est justement de retrouver des outils qui permettent de fonctionner à beaucoup plus petite échelle. C'est-à-dire qu'on se sent toujours pris dans une espèce un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que d'un côté, on a la grande distribution, et de l'autre côté, on a des initiatives qui sont de portée ultra-locale. Et nous, on voudrait être un petit peu entre deux, dans une position moyenne, c'est-à-dire qu'on voudrait assurer l'approvisionnement d'un quartier et ses alentours. Donc on n'est pas à l'échelle d'une ferme. Pour approvisionner un quartier et ses alentours, il faut plus qu'une ferme. Pour l'approvisionner complètement, dans toute la diversité de la production alimentaire. Il faut plus qu'une ferme, donc il faut coopérer, il faut collaborer. Et cette collaboration aujourd'hui, dans le secteur de la distribution alimentaire, on ne sait plus la faire que par des plateformes centralisées. Donc quand vous allez voir par exemple la vulgarisation agricole, qui est supposée donner des conseils techniques aux agricultrices, aux agriculteurs, ils vont vous dire, si vous voulez faire ça, faites une plateforme. Sauf que ces plateformes, on les connaît bien parce que c'est celles qui ont été mises en place dans les années 50 et qui ont accompagné l'industrialisation de l'agriculture. Et donc nous, on ne veut pas reproduire ce modèle-là parce qu'on sait qu'on va aller vers ces dérives de grossissement, d'agrandissement sans frein, et on veut rester à une échelle limitée, mais pas minuscule. Et à mon avis, c'est la grande difficulté qu'il y a là. Et donc, on essaye, nous, de travailler sur vraiment la question de la coopération, de la collaboration. Comment on fait des contrats, comment on contractualise la production sur une année, comment on réfléchit avec les partenaires plutôt que réfléchir avec des concurrents. Et c'est ça, à notre avis, qui va permettre de sortir de l'endroit où l'agro-industrie nous a entraînés sans qu'on le veuille et dont aujourd'hui on ne sait plus vraiment comment se dépêtrer. C'est ça, sans que les prix ne s'envolent finalement pour le consommateur, parce que c'est ça le problème. On dit souvent que les produits bio, c'est très sympathique, mais c'est plus cher et c'est pas fait pour les gens qui n'ont pas les moyens de se les payer. Eh bien,
effectivement, la question du prix, elle est problématique, mais elle est le revers de la médaille de la question de la rémunération. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le prix, de l'autre côté, il y a la rémunération, et effectivement, tous les projets de revenus de substitution sont sans doute des pistes qu'il faut suivre pour essayer de sortir de cette dialectique prix-rémunération qui semble vraiment insoluble. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se dire, si on fait chuter les prix, on fait chuter la rémunération. Et il faut essayer de sortir de ça. Et pour sortir de ça, effectivement, les revenus de substitution sont probablement des pistes à suivre. En agriculture, on sait, je le disais tout à l'heure, le système des paiements directs sont une forme de revenus de substitution. C'est aujourd'hui l'équivalent de quand même 2,7 milliards en Suisse en paiement direct, mais ce sont des revenus de substitution qui sont mal orientés, c'est-à-dire qui sont orientés vers l'industrie. Et effectivement, le revenu de transition écologique, il aurait la propriété d'être un revenu de substitution, mais qui serait orienté vers des principes de développement durable, disons, écologique, économique et sociaux. Dans le domaine de l'énergie, il y a aussi ce conflit entre le local, on pourrait imaginer que tout un particulier a son propre réseau autonome, et puis le global. Donc vous êtes également entre le microcosme et le macrocosme, si je puis me permettre cette expression. Exactement, c'est assez comparable. On est, nous, sur des types de production ultra décentralisés, et on a effectivement en face des grands réseaux structurants électriques, dans ce cas-là, qui viennent servir finalement qu'on injecte finalement de l'énergie quand on n'en a pas besoin, et on va en racheter à d'autres moments quand on ne produit pas mais qu'on consomme. Donc je dirais qu'on est en plein aussi dans des thématiques justement entre du localisé, petit localisé, je dirais, multiple, et beaucoup aussi de très gros centralisé. Mais c'est un paradigme, c'est quelque chose qui se passe actuellement, qui est en train de beaucoup évoluer dans le marché de l'énergie, et je dirais qu'on est quand même dans cette tendance de micro-réseaux intelligents, on en entend beaucoup parler, et je dirais qu'Enerco s'inscrit vraiment dans ce cadre-là. Donc je dirais qu'on est à la bonne place au bon moment. Vous m'avez dit, Brigitte, si je n'ai pas très bien compris, que vous aviez quelques difficultés à trouver des gens vraiment motivés, notamment dans la jeunesse. Est-ce que c'est exact? Il y a un problème de motivation pour appartenir à une telle structure? Je ne sais pas si c'est la motivation. Je pense que toutes les initiatives participatives, associatives, coopératives font face au même problème de comment est-ce qu'on mobilise des forces vives, alors que dans notre société actuelle, finalement, tout le monde a déjà beaucoup de choses dans beaucoup de domaines différents, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie privée. Maintenant, les fondateurs et administrateurs d'Enerco étaient quasi tous issus de la coopérative Équilibre, donc on avait déjà une très grosse expérience de participatif et justement de comités bénévoles, et ainsi de suite. Et on savait d'avoir suivi finalement que pour pérenniser justement ce type d'initiative, ça passait par de la professionnalisation. Ce n'est pas un aveu d'échec par rapport au bénévolat, c'est un aveu d'échec peut-être sociétal par rapport au bénévolat, mais c'est pas tant le manque de bénévolat, d'envie de bénévolat, mais le manque de temps. Et c'est vraiment, je pense, c'est très symptomatique. Ce qui veut dire qu'on est passé par le même stade, finalement, que beaucoup d'initiatives participatives, à des hauts et des bas, sans aller jusqu'à l'épuisement. Mais disons qu'on a, en nous, très clairement atteint un peu la limite de ce qu'est un comité défrayé. À nouveau, je le répète, on a un petit défraiement quand même pour les tâches opérationnelles quotidiennes et pas les grandes tâches stratégiques d'Enerco. Et c'est déjà un très bon petit coussin, donc on a déjà de la chance d'avoir ça. Mais on sent qu'une pérennisation d'Enerco passera par une professionnalisation, ce qui s'est fait dans beaucoup de coopératives d'habitation finalement, où passer le premier bâtiment, on se dit est-ce qu'on arrête? On s'arrête à un bâtiment, puis on vit dans ce bâtiment, est-ce qu'on crée plus de bâtiments? On a la Coda effectivement qui l'a fait il y a quelques années, Équilibre aussi qui a un bureau depuis quelques temps, en se disant si on veut continuer à grandir et pérenniser notre modèle, on professionnalise. Dans ce cadre-là, justement, le RTE pourrait ou aurait pu être pour nous, parce que je dirais qu'on est parti sans le RTE d'une façon ou d'une autre, pourrait servir effectivement à cela. Alexia Rosset, cette professionnalisation, vous la considérez comme étant indispensable aussi dans les domaines variés que vous explorez à plein pour le prochain. Autrement dit, est-ce que le bénévolat a vraiment ses limites, et si on veut faire quelque chose de sérieux, il faut passer par une professionnalisation? Alors, je pense effectivement que le bénévolat peut avoir ses limites.
comme on disait, voilà, les gens sont très occupés, il peut y avoir aussi un épuisement. Après, il y a aussi cet effet qui est encore assez ancré dans tout ce domaine de la transition, qui est le rapport à l'argent qui est assez encore un peu tabou, je dirais. Certaines personnes voient encore l'argent comme quelque chose qui n'est pas quelque chose, voilà, d'où il provient, comment on se rémunère, etc. Je pense qu'il y a tout un travail aussi au sein de la transition à faire avec ça. Et pour moi, tout travail mérite rémunération. Enfin, nous, au sein du laboratoire, typiquement, on a plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui ont participé à différentes activités qu'on a organisées, qui nous suivent et puis qui sont dans ce cheminement aussi de transition intérieure et qui sont venus nous voir en nous demandant s'il n'y avait pas un poste ou une place qui se libérait ou quelque chose au sein du laboratoire. Alors malheureusement, du fait aussi de l'ONG, des possibilités financières, on peut pas créer plein de postes. Par contre, on fait rencontrer ces personnes qui étaient intéressées. Et donc, on a créé une espèce de cercle autour du laboratoire qui s'appelle le cercle de transition intérieure, où on crée du lien avec ces personnes, on se rencontre. Si les personnes ont envie de typiquement faciliter des ateliers, comme on fait des ateliers de travail qui relient en éco-psychologie, elles peuvent petit à petit monter en compétences. Et puis nous, c'était aussi une discussion qu'on a eue avec elles et au sein du laboratoire qui était assez logique depuis le départ, c'est que ces personnes, si elles vont faire un stage ou un atelier au nom du laboratoire, elles puissent être rémunérées. Et donc elles ont quand même quelque chose, c'est pas du bénévolat pur, et c'est vraiment en discutant aussi avec la personne quels sont ses besoins, comment elle voit les choses, qu'on peut discuter de cette rémunération. Et nous, quand on fait des exercices, quand on organise des ateliers ou des événements, on fonctionne beaucoup avec le principe de participation consciente, qui est une forme de rémunération. Donc au lieu que les gens payent un prix donné pour une activité, les gens ils donnent ce qu'ils ont envie en fonction de plusieurs critères, en fonction de leurs moyens économiques, de comment ils ont vécu, qu'est-ce que cet événement ou cet atelier qu'ils ont vécu leur a apporté, comment ils souhaitent soutenir la transition écologique. Et c'est aussi en fait toute une réflexion que chaque personne fait individuellement en lien avec l'argent. Qu'est-ce que moi je peux donner, qu'est-ce que j'ai envie, je trouve intéressant. D'ailleurs, quand on parle du revenu de transition écologique, ce n'est pas toujours un revenu monétaire. Ça peut être également une formation, ça peut être un soutien, ça peut être du coaching. Mais concernant le revenu monétaire, encore dernière question, puis je vous donne tout de suite la parole. Est-ce que finalement ces innovations-là ne sont pas la porte ouverte au monnaie locale? Est-ce que concernant l'énergie et concernant l'alimentation, est-ce que la monnaie locale ne serait pas le meilleur vecteur de reliance? Disons que, pour ce que j'en vois, c'est que effectivement, elle présente un grand nombre d'avantages, mais elle a la limite qu'on est dans une société mondialisée, disons, où j'ai l'impression, mais je ne suis pas spécialiste de ces monnaies locales, mais j'ai l'impression que quand même le producteur en dernier ressort est désavantagé. Parce que, disons, si vous imaginez le paysan ou la paysanne qui doit faire tourner sa moissonneuse-batteuse et pour ça acheter du fuel, eh bien, il ne pourra pas... C'est-à-dire que s'il est payé que en monnaie locale, il va avoir des difficultés à acheter du fuel. Et donc, ça me paraît tout à fait judicieux et tout à fait adapté à ces économies de quartier, en partie circulaires. Donc effectivement, dans le quartier des Vergers, par exemple, il y a une auberge qui va évidemment s'approvisionner au SPP. Donc là, on peut tout à fait imaginer une circulation monétaire tout à fait locale, mais il reste à quelques endroits la nécessité d'aller sur des marchés ouverts
Et donc, il y a peut-être là une limite, mais je ne suis pas très spécialiste de ces questions. Christophe Buchler, vous feriez le même constat en énergie, payer son électricité en monnaie locale ou son chauffage? Alors il y a effectivement une certaine limite, on ne peut pas être payé entièrement en monnaie locale. Prenons le cas d'un installateur photovoltaïque, on y a réfléchi chez Enerco à se dire tiens, est-ce qu'on proposerait à un installateur dans un appel d'offres de dire voilà, on va vous donner X% finalement de votre argent en monnaie locale, ce qui nous limiterait à certains installateurs genevois, a priori, ou si la monnaie locale est plus vaste, ça ouvrirait des portes. C'est quelque chose qui n'a pas encore été mis en œuvre, mais qui pourrait être discuté, mais à nouveau sur une certaine part, et pas une part prépondérante du devis, a priori. Par contre, par rapport aux différents échanges qu'il pourrait y avoir dans une communauté solaire, je sais qu'il y a des études qui se font actuellement pour mettre en place des communautés de quartier, justement, pour échanger des électrons, donc justement de l'énergie photovoltaïque par exemple, et qui pourraient être en monnaie locale numérique, prenons l'élément par exemple, c'est des choses qui se sont étudiées, qui sont en train d'être étudiées à Genève, et on pourrait échanger aussi contre des biens et services. Par exemple, justement, 1 kWh égale tant de francs, ou pas tant de francs parce qu'on ne va pas passer par le franc, mais égale tant de patates ou de choses, ou tant de services. C'est des choses qui, je pense, il y a des pistes et il y a un intérêt. Ou 2 heures de participation. On peut imaginer, par exemple, ce qui pourrait être une solution à cette surcharge bénévole, que 1 kWh soit 2 heures de bénévolat à la fève et que du coup les membres du CA d'Enerco soient exemptés de leur shift. Par exemple. Une sorte de système d'échange local. Voilà. Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Allez-y, n'hésitez pas. N'ayez pas peur. Oui, je vous en prie. Très bonne idée, qu'en pensez-vous? Je suis entièrement d'accord. En théorie, effectivement, alors nous, on a réfléchi parce on est un comité et des fondateurs même, mais un comité là actuellement de 4 personnes qui sommes très techniques. Et on a eu des lacunes, et on en a toujours, ceci dit, sur de la comptabilité, sur des finances, sur du web design, sur de la communication aussi. Et on nous avait conseillé effectivement de trouver un ou une comptable à la retraite pour nous accompagner finalement, et ça peut être fait justement aussi sur de l'internet et aussi sur d'autres choses, et dans les faits on n'a pas trouvé en fait. Donc, alors après il faudrait peut-être une plateforme effectivement de retraités compétents et volontaires, ou pas forcément compétents mais en tout cas volontaires. Monsieur? Oui, alors moi je suis un senior. Oui. Et j'aimerais... faut faire attention avec cette idée qu'on peut mettre les seniors à toutes les sauces. C'est clair qu'ils sont à la retraite, ils ont de l'expérience, ils ont du temps, mais ceux qui ne se sont pas engagés avant sur des causes sociales ou environnementales durant leur vie non senior, il y en a assez peu qui vont s'engager après. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus tabler sur le vieillissement de la population pour penser qu'on va multiplier les armées de bénévoles. Ce n'est pas le cas. Mais les temps ont changé. Les temps ont changé, mais les gens ne changent pas si vite que les temps. Les gens ne changent pas si vite que les temps. Et j'ajouterais que les retraités souvent n'ont pas le temps non plus. Parce que les retraités sont très 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 actifs, et pas seulement pour les petits-enfants, c'est peut-être le cliché, mais c'est que... Quand ils sont actifs, c'est qu'ils sont bénévoles quelque part. Donc ok. Mais... ou bien ils prennent leur camping-car et vont se promener au Maroc, c'est autre chose. Nous, en tout cas, on vit concrètement un très fort investissement de bénévoles, pas de bénévoles retraités, de retraités bénévoles. En tout cas, c'est le cas chez nous. Là, il y a très clairement un noyau de gens qui sont très investis dans le fonctionnement du magasin et qui sont retraités. Pas que. Il y a aussi des personnes actives et actives, mais il y a un noyau de retraités qui est très actif. Puis la sagesse fait peut-être qu'ils apprennent à s'épuiser un peu moins vite. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Voilà, d'autres questions? Oui, madame. Il y a une dernière date, il y a des flyers ici, qui sera le 8 octobre à Orbe. En fait, c'est une pièce qui a commencé en 2019, qui s'est terminée en fait, juste avant le coronavirus. Il y a eu quelques représentations d'annulées. Et ça, le 8 octobre, c'est une qui devait avoir lieu ce printemps, qui a été repoussée. Donc c'est la dernière. Et là, on est en fait, comme au laboratoire, on est beaucoup, comme je disais, dans l'expérimentation et la co-création. On est sur l'organisation et la création d'une nouvelle pièce sur l'éco-anxiété qui est en train de se mettre en place pour 2021. Donc voilà, si vous suivez les infos, il y a aussi les flyers pour, si vous voulez suivre les infos du laboratoire, vous aurez tout ça à disposition.
Oui. Alors nous, de notre côté, on ne l'a pas du tout quantifié. On a juste abordé le thème, on n'a pas été dans le détail de savoir jusqu'à combien, à quel pourcentage ça pourrait aller, donc c'est vraiment pas encore le cas. Pour nous, on manque encore vraiment beaucoup de recul sur l'aspect proprement économique du projet. Ça fait 2 ans que le magasin est ouvert. Il a dû ouvrir suite à un coup de Trafalgar de la Migros dans une arcade beaucoup plus petite que ce qui était envisagé au départ. Et donc on est dans un ordre de grandeur qui n'est absolument pas celui qui était imaginé pour le projet. Malgré ça, on a décidé d'ouvrir parce qu'il nous semblait qu'il fallait que ça prenne corps, quoi. Mais on manque vraiment totalement de recul sur l'aspect économique. Disons qu'en 2 ans, le chiffre d'affaires a été multiplié par 2, donc en fait, on ne sait rien du tout sur ce que ça coûte et ce que ce sera pas. On a des projections, mais pour l'instant, c'est très très flou, quoi. On navigue vraiment à vue, donc c'est difficile de répondre plus précisément à cette question. Oui. Actuellement, il y a, je crois que ça fait 2 équivalents temps plein qui consistent, c'est essentiellement de la communication et de la coordination de projet, quoi. On a pensé au début qu'on avait besoin de quelqu'un qui assume la gérance du magasin, et en fait, il s'est avéré que c'était absolument pas le cas, que les bénévoles étaient totalement capable de gérer le magasin en termes de passation de commandes, de gestion du stock, etc. Ça se faisait très bien. Donc on pensait théoriquement qu'on avait besoin d'un truc et en fait on n'avait pas du tout besoin de ça. Et par contre on remarque qu'on a besoin on a vraiment besoin d'une coordination, d'un poste de coordination. D'ailleurs on cherche un coordinateur ou une coordinatrice, il y a des amateurs. Donc oui, il y a du salariat, et dans les expériences qu'on connaît, à la Louve par exemple, il y a un volet salarié qui est assez présent, mais c'est une coopérative de 3000 coopérateurs, coopératrices, et donc là il doit y avoir, je ne saurais pas vous dire de chiffres, mais je sais qu'il y a un nombre de salariés qui est relativement important, qui fait de l'encadrement des shifts, le suivi comptable et administratif qui est beaucoup trop volumineux pour être pris en charge bénévolement. Donc voilà, les expériences qu'on connaît, elles sont assez souples par rapport à cette question. Notre objectif, c'est d'être un supermarché, c'est-à-dire d'offrir une gamme de produits qui soit comparable, pas exactement la même, mais qui soit comparable à celle que vous pouvez trouver dans un supermarché classique Orange. On ne veut pas être dans un marché de niche, on ne veut pas être sur un truc de niche. On veut aussi, pour l'instant c'est pas trop le cas, mais on souhaite le développer, avoir des gammes de prix variées, donc que les gens puissent trouver des produits meilleurs marché que d'autres. Et donc, quand on va être obligé d'arbitrer, c'est-à-dire si on veut acheter des bananes, évidemment, voilà, il y a des kilomètres à faire, et du coup, c'est ça. Et du coup, on va essayer de trouver la moins mauvaise solution. Et parfois, on va se dire, non, ça, non. Mais ce qui est important pour nous, c'est finalement pas la liste des produits, c'est le fait que les membres sont en mesure de décider ensemble et de fixer ensemble des critères. Pour nous, c'est ça qui est central. C'est pas d'examiner la liste des produits. Il y a des limites évidentes, c'est sûr, on ne prendra pas de produits avec des OGM, ou c'est sûr, ce genre de truc, je pense que c'est clair, ou en tout cas pas ce qu'on le sait. Mais pour nous, l'important, c'est la participation, c'est le fait que les gens puissent choisir. Oui. Justement, une information peut-être intéressante sur le développement de ce type d'expérience. Il y en a eu une à Soral pendant l'époque du confinement, qui est née une épicerie collaborative de village, qui est née à Soral parce que les gens étaient confinés chez eux, travaillaient chez eux. Donc ils se sont mis en relation avec les paysans du village et ils ont ouvert une espèce d'échoppe, d'épicerie, alimentation collaborative
100 personnes où les gens venaient eux-mêmes directement. Et puis, une fois le confinement terminé, ils ont pérennisé cette expérience. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche entièrement avec des bénévoles. Et il y a 48 personnes dans la commune, j'habite pas là, hein, mais je le connais, 48 personnes dans la commune qui, par tournus, gèrent cette épicerie collaborative. Ceci pour dire qu'en fait, il est possible assez facilement, lorsque on en a l'envie, de créer quelque chose comme ça. Très bien, encore une question et puis après. Il y a une chose que j'ai pas dite, c'est qu'on est en train d'externaliser la comptabilité. Donc en gros, enfin, on l'a déjà fait avec l'internet, avec le site internet. Faudrait qu'on fasse aussi sur la communication. Et ça, on pense l'externaliser, mais c'est pas sûr. Du coup, le profil, alors c'est vrai qu'il serait assez technique parce qu'on parle quand même passablement de gestion de projet photovoltaïque pour l'instant, même si ce que j'ai dit dans nos buts, on fait pas que on ne se voue pas à faire que du photovoltaïque, donc, mais c'est quand même toujours des projets énergétiques, que ce soit dans la sobriété ou l'efficacité, avec l'aspect justement nouveau modèle sociétal à développer, ce qui veut dire que c'est quand même assez technique en fait, mine de rien. Donc c'est plutôt profil, disons ingénieur, projet, énergie et économie. Plutôt. Bien, écoutez, dernière question, peut-être, si vous aviez, pour le développement de votre activité et de votre idéal aussi, puisque je crois que les deux sont liés, un seul souhait à faire, quel serait-il? Un seul, voilà. C'est le cerveau droit et le cerveau gauche qui travaillent en même temps pour répondre. Alessia. Pour le développement de son activité, donc. Oui, de votre activité, à la fois personnelle et puis collective, donc de votre organisation pour le prochain. Ça serait de pouvoir... C'est une bonne question. Hein. Bon, si vous voulez, vous pouvez réfléchir et puis je pose la même question à Frédéric et à Christophe. Un seul souhait. Pour nous, ce serait d'être plus nombreux. On est 250, il faudrait qu'on soit un petit millier. Donc, devenez membre. Christophe? Et moi, je vais tricher parce que effectivement, le souhait, c'est d'être plus nombreux, mais pour faire plus de projets. Donc, en gros, faisons plus de projets. Il y a urgence. Il faut vraiment maintenant faire cette transition énergétique et écologique. Ça y est, vous avez eu le temps de réfléchir. C'est bon, c'est trois... Non, ben moi, c'est aussi en lien avec ça, mais ça serait de créer des réseaux, vraiment, se collaborer, se mettre en lien avec les autres encore plus, pour qu'il y ait un basculement plus conséquent. Voilà, c'est pour ça que vous étiez au milieu, d'ailleurs, de vos amis. Bien, merci encore Merci. pour votre témoignage et merci pour votre participation.